C'est un réel plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de savoir que vous êtes nombreux branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine que vous aimez tant. Il s'agit de Droit pour tous, ce magazine qui vous met au parfum de l'actualité judiciaire, juridique et autres. Et autrefois, nous avions entamé une thématique importante, à savoir les droits humains. C'est quoi les droits humains? Qu'est-ce qu'on peut retenir en parlant des droits humains? Comment peut-on violer les droits humains? Et quels sont les instruments juridiques en faveur justement des droits humains? Nous avions entamé ce thème et aujourd'hui, nous allons continuer avec le même élan. Et sur ce plateau, c'est le même invité avec qui nous avions échangé autour de ce thème, quid des violations des droits humains. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci de rester fidèles pour nous suivre. Et sur ce plateau, je l'ai dit, il s'agit du même invité. Bonjour à messieurs Karl Mweze et Balemba. Bonjour monsieur Nico Kassanda. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Encore un plaisir pour nous de vous savoir ici, présent sur ce plateau de Droit pour tous, évidemment pour parler des droits humains. C'est un réel plaisir partagé, monsieur Kassanda. Soyez-en rassurés. C'est également un plaisir d'échanger encore autour de ces sujets avec les téléspectateurs de Les Verts Pâturage Télévision. Alors, on a commencé à parler des droits humains, on a introduit. Est-ce que pour aujourd'hui, avant d'arriver un peu plus loin, est-ce que vous pouvez rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre quand on parle des droits humains d'une manière brève, c'est quoi? Nous parlions l'autre fois que les droits humains, ou le droit de l'homme en général, tout dépend du jargon qu'on emprunte, c'est le jargon. Donc il s'agit des droits humains ou des droits de l'homme. Oui, donc c'est la même chose. Il s'agit là de l'homme qui contient en même temps la femme au sein de lui. Donc on sous-entend toutes ces garanties-là, des garanties et libertés qui sont consacrées ou reconnues à l'humain en tant que membre de la race humaine, et lesquelles garanties sont prévues, consacrées par des instruments juridiques au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Et donc, c'est des garanties qui sont impersonnelles, c'est-à-dire qui s'opposent à tout le monde, et donc des garanties universelles. C'est-à-dire que où que se trouve l'humain, il doit se réclamer, il doit se prévaloir des dites libertés. Mais également, c'est des libertés dont l'humain doit jouir sans discrimination aucune, ni basée sur le sexe ou le genre, ni basée sur la tribu, la race, la couleur de sa peau, l'origine, la condition socio-économique ou toute autre condition, ou l'idéologie, la conviction religieuse, toute autre opinion. Donc, c'est sans discrimination quand on jouit de ce droit. Et c'est-à-dire que là, on trouve, où que se trouve l'humain, quand on dit c'est sans distinction de race ni de sexe, on sous-entend aussi l'ultra-territorialité. C'est-à-dire que les États, les droits humains, comme d'ailleurs je l'ai toujours dit avec mes disciples, sont sans frontières. C'est-à-dire on ne peut pas dire que, voilà, monsieur Nico Kassanda, vous défendez les droits humains, mais vous ne le faites que quand vous êtes au Congo, quand vous êtes en France, où les gens se font taper derrière, se font chicoter par la police parce qu'ils revendiquent leurs droits par rapport à la politique de la retraite. Oh non, là, vous ne pouvez plus les défendre. Non. Donc, où que vous soyez, non seulement vous devez jouir de ce droit, ou de ces libertés, ou de ces garanties prévues par les pertinents instruments juridiques à tous les niveaux, mais également, vous pouvez les défendre où que vous soyez. Au nom de l'universalité. C'est au nom de l'universalité, au nom de la non-discrimination également dans la jouissance de ce droit. C'est-à-dire qu'en matière de droits de l'homme,
il n'y a aucune discrimination qui soit acceptée. Ça, c'est très bien dit. Même pas de l'âge. Donc, tant qu'on est humain, parce que ce sont des droits qui sont dédiés à l'humain du simple fait de son appartenance à la race humaine. Que vous soyez petit, enfant, grand, mince, chétif, ou quoi que vous soyez, riche, vieillard, ou pauvre, citadin, villageois, ou tout ce que vous voulez, que vous soyez autochtone ou je ne sais qui. Donc, ces droits sont dédiés à chaque membre de la famille ou de la race humaine, comme l'a prévu la Charte des Nations Unies et plusieurs instruments juridiques, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je l'ai toujours dit, c'est la pierre angulaire, comme j'aime bien le dire, des droits humains, et aussi beaucoup d'instruments, même catégoriels. Nous avons passé en revue l'autre fois les différents instruments juridiques. Là, nous allons y revenir. Alors, on parle des droits humains parce que il doit y avoir une protection quelque part. Alors, qui est censé protéger les droits humains dont vous faites allusion, dont on parle à ce jour? Exactement, nous avons dit encore nous avons rappelé que la charge de protection des droits de l'homme incombe à l'État ou au pouvoir public, pour ne pas dire, donc parce que quand on dit l'État, j'avais rappelé qu'on ne voit pas qu'un seul État. Partout au monde, on voit le pouvoir public et c'est à tous les niveaux. Donc le pouvoir public sont consentis comme toute personne ayant la charge ou mandat de l'État. Il y a le mandat de l'État. Il a le devoir de protéger ce droit humain. Ou la compétence de pouvoir agir ainsi au nom de l'État congolais. Voilà, donc c'est ça que j'entends par le mandat. Et donc toute personne qui a ce mandat-là, au nom de l'État, a le devoir. C'est différent, même si dans cela, au niveau superstructurel aussi, nous voyons qu'il y a, à l'international par exemple, plusieurs mécanismes, dont en toile de fond, l'ONU d'abord elle-même, avec d'autres facettes, et au niveau, parce qu'au niveau international, j'avais démontré, j'avais rappelé que et chaque droit, jusqu'au droit catégoriel, ont au moins un mécanisme de protection. Je dis, quand vous êtes dans le droit à une alimentation saine et suffisante, par exemple, il y a un représentant, il y a un délégué spécial, donc répondant à ce droit ou qui est chargé de recevoir le rapport, d'examiner le rapport, mais aussi faire le suivi par rapport à la mise en œuvre de droits à travers le monde. Mais il n'y a pas que ça. J'ai dit qu'il y a plusieurs mécanismes au niveau international, au niveau national et même au niveau régional et au niveau national. Au niveau national, nous avons d'abord, comme je l'ai dit, les pouvoirs publics là qui sont entendus dans le trois pouvoirs. Dans le trois pouvoirs de l'État, le législatif, judiciaire, l'exécutif. Et dans toutes leurs ramifications, ou comme nous sommes dans la décentralisation par exemple, vous les avez partout, jusqu'à côté de chaque citoyen congolais. Et donc, tous ceux qui agissent au nom de l'État là, tout ce qu'ils font, voilà, ils sont appelés, dans tout ce qu'ils font, ils sont appelés à respecter ça. Et je crois, je ne sais pas si on y reviendra encore, mais là, j'avais rappelé que pour l'État, il n'y a pas une autre option. L'État a le devoir ou l'obligation. 3 obligations par rapport aux droits humains. Je disais qu'il y avait l'obligation de respecter d'abord. C'est ce que nous appelons l'obligation négative. Parce que, oui, comment? Parce que l'État lui-même, là, il est obligé de respecter les droits humains. Vous comprenez quand je dis l'État ou le pouvoir public, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit pouvoir. Donc, il a l'obligation de respecter. Est-ce que vous pouvez donner un petit exemple pour que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment puissent bien cerner cet état de choses? Le pouvoir public, un petit exemple. Un exemple de là où le pouvoir public respecte les droits humains. Les droits humains. Pour le respect, par exemple, je peux dire
Vous voyez, il y a aujourd'hui dans notre ville, je prends d'abord Kinshasa, mais d'après les statistiques et les données que nous avons recueillies à travers le pays, c'est un problème entier qui rentre dans le cadre de notre lutte. Et le droit à un logement décent. Et quand vous parcourez les rues de Kinshasa, voir combien de phaseurs, comme on les appelle aujourd'hui, combien de gens passent à même la rue la nuit. Donc, sur la rue et tout ça, et parce qu'ils n'ont pas de logement décent. Parce qu'ils n'ont pas de logement. Non seulement ils n'ont pas de logement décent, mais ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas de logement. L'État peut prendre, par exemple, une initiative, un projet de voilà, je veux construire des logements sociaux. Parce que le fait pour les humains de passer la nuit dehors à la merci des intempéries, c'est déjà une violation des droits de l'homme. Et donc, l'État lui-même peut se dire, toutes ces personnes qui sont lésées dans leurs droits, je veux leur construire des logements sociaux. Et désormais, ces logements devront être décents, c'est-à-dire répondant à la condition humaine acceptable, ou qui nous permettent de répondre aux ODD, aux objectifs du développement durable, prévus à l'horizon 2030, dont l'atteinte est prévue à l'horizon 2030. Il peut se dire, ben voilà, ok, il y a combien? La CSDH est en train de documenter sur ces cas-là des gens sans abri, des gens sans logement, à Kinshasa d'abord, parce que par là nous commençons avant d'aller à travers le pays. Ailleurs. Mais il peut dire, voilà, est-ce qu'on peut avoir les statistiques, par exemple, exactes à un certain moment où vous aurez travaillé ça, ou est-ce qu'on peut faire un travail en commun pour savoir combien de gens sont en besoin de ce logement. Et dès que ces gens sont ramassés par-ci, par-là, sur la chaussée, tous ceux qui passent nuit dans les caniveaux et tout ça, ils sont dans le logement. Là, on va dire que l'État congolais a respecté le droit à un logement, les droits des humains à un logement décent. Tu vois un peu? Tout comme on peut dire aujourd'hui, il y a la Régie des eaux qui nous fournit de l'eau. C'est un exemple banal. Je dis, parfois, c'est de l'eau sale, c'est de l'eau colorée qui passe dans le robinet, qui coule dans le robinet, ou parfois, il n'y en a même pas. Mais parlons même de l'eau colorée. Alors que c'est à l'école primaire qu'on nous a appris que l'eau potable est incolore. Et donc, quand on nous met ça, c'est déjà une violation de droits de l'homme. Parce que d'ailleurs, je vous rappelle que je prie par... Et là, c'est l'État qui viole. Oui, l'État viole parce que c'est lui qui dessert. Mais je dis maintenant, en constatant cela, il peut se résigner à ne point fournir des eaux sales ou des eaux impropres à la consommation. Donc, soit en cherchant la cause. Est-ce que c'est la tuyauterie qui est en lambeaux, qui est vétuste? Voilà, il faut la remplacer. Est-ce que c'est la faute du technicien? Est-ce que c'est la faute du mélangeur? Est-ce que c'est la faute du chimiste? Est-ce que c'est la faute du directeur ou de qui que ce soit? Il les sanctionne, par exemple, par le seul fait que les consommateurs se sont plaints d'avoir puisé de l'eau colorée ou de l'eau avec du sable. Voilà. Et maintenant, lorsque l'État, par exemple, met fin à cela, à cette violation des droits humains, lui-même d'abord à respecter parce qu'il a mis en œuvre le droit à une eau potable, à une eau propre. Donc, on va y aller doucement. Ouais. Vous avez dit, lorsque de l'eau que... Ça, c'est juste l'exemple que vous avez pris. Ouais, lorsque la Régie des eaux, qui est censée fournir de l'eau propre pour la consommation, et qu'il s'avère que cette eau que la Régie des eaux fournit est colorée. Et donc là, l'État a violé les droits des consommateurs ou les droits de la population. Bien sûr. Alors, mais comme on était d'abord dans nous étions d'abord au niveau de du respect. Du respect. Parce que je rappelais le droit, tu m'as demandé de faire un récapitulatif. Oui. Je rappelais les devoirs ou les obligations des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme. Et donc, c'était un exemple d'abord pour la violation, pour le respect. Il y en a aussi pour la violation parce que l'État, je dis que c'était une obligation négative. Hein? Un devoir négatif de l'État parce qu'il est lui-même obligé de respecter. Il ne doit pas donner de l'eau sale aux gens. Donc, il est obligé de leur donner une eau propre ou de veiller à ce que l'eau que les gens consomment soit propre et potable.
Vous voyez? C'est pourquoi c'est négatif, parce que lui-même est. Mais il y a l'autre obligation qui s'ensuit. Il y a l'obligation de protéger. Je crois que lorsque, par exemple... L'obligation de protéger, oui. et là, comment l'État peut protéger? Je prends encore un cas. Si on reste dans le même exemple de l'eau, par exemple, ou de l'électricité, disons, parce que quand je dois payer une facture, alors que je n'ai pas consommé ce courant, alors que les calculs sont biaisés, par exemple... Et là, l'État sera enrichi illicitement. Et que l'État se taise alors que mon droit économique est en train d'être violé, on va porter atteinte à mes finances, hein, alors que ce n'est pas proportionnel au service qui m'a été rendu, et que l'État ferme éperdument son œil ou fasse comme s'il n'a rien vu, il n'a pas protégé. Mais l'État, au contraire, doit veiller. Hein, et c'est une plainte que nous sommes en train de faire. Même il n'y a pas longtemps, on a vu circuler le message sur des sardines et tout ça qui seraient avariées ou empoisonnées. Donc, tout ça est le devoir de l'État. L'État doit savoir, doit veiller à ce que les gens consomment, par exemple, soit propre. Parce qu'il ne doit pas porter atteinte à la santé de ses propres concitoyens ou à n'importe qui, même à la santé des étrangers vivant en RDC ou ailleurs, quel que soit là où on se trouve. Alors, dans le même exemple, tu trouveras que si l'État a vu, parce que l'État connaît ou on lui a dit que voilà, les gens consomment l'eau impropre. Et qu'il ne fasse rien, là, l'État a violé lui-même le droit, il n'a pas protégé. Alors qu'en protégeant, par exemple, si cette fourniture, cette desserte en eau est l'œuvre d'un privé, par exemple, il peut l'interpeller. Même si c'est l'œuvre des services étatiques, l'État peut toujours interpeller les fautifs pour veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Ça, c'est un mécanisme de protection des droits humains. Parce que dans la protection, il y a la prévention, il y a aussi la répression. Donc l'État doit prévenir que les droits humains ne soient violés. Mais également, lorsqu'ils sont violés, l'État doit sanctionner et doit mettre fin à la violation des droits humains. Et comment il va sanctionner? Je donne un exemple, il y en a plein. Nous avons des cas, parfois nous documentons des cas de torture par la police, des tortures de chauffeurs par la police de circulation routière, par exemple. C'est un exemple que je prends. Et que cela soit porté à la connaissance de l'État. L'État, là, vous entendez, les pouvoirs publics. Je ne parle pas du Premier ministre ou du ministre ou du chef de l'État parce que parfois c'est à ça que ça renvoie, ou du gouverneur. Quelle que soit la représentation de l'État, qu'il s'agisse de la justice, j'ai parlé du pouvoir judiciaire. Donc, on a parlé de toute personne qui a mandat de l'État. Même un député, on peut lui dire, voilà, il peut faire une motion pour que cette torture cesse sur la route. Il peut demander, interpeller le ministre qui est concerné, par exemple, par cela, ou toute autre personne concernée. Donc, c'est à tous les niveaux. Et lorsque ces faits sont portés à la connaissance de l'État, de faits qui violent les droits humains, la torture dont les chauffeurs, les motocyclistes subissent sur la route, sur la chaussée, et qui est l'œuvre des agents commis ou qui ont mandat de l'État, et que l'État ne fasse rien alors qu'il a connaissance de ces faits, ou il est censé avoir connaissance. Parce que parlons des troupes, par exemple, en droit humanitaire, on nous dit que le chef hiérarchique est censé savoir ce que ces éléments font. C'est ça, donc il ne peut pas se prévaloir de l'ignorance de ce que ces troupes font. Et donc, toute autorité qui a connaissance de ces faits infractionnels violateurs de droits humains, dont se seraient rendus coupables les privés tout comme les officiels, il a l'obligation de les sanctionner. Maintenant, en sanctionnant, on recourt à la loi, bien sûr. Qui est sa hiérarchie, qui est habilité, qui a mandat de sanctionner cela, tout ça. Donc, comme je l'avais dit, j'avais rappelé, je crois que nous pouvons lire ça dans la Constitution. Évidemment. Que je me suis muni de ma copie. De la Constitution. Alors, l'article 60 vous êtes vraiment un bon patriote. J'avais invoqué. Si, je le sais moi-même, je le sens. Donc, c'est un devoir pour moi. L'article 60 de la Constitution de la RDC, tel que modifié jusqu'à ce jour, stipule que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne
C'est-à-dire que d'abord, le pouvoir public, c'est une imposition de respecter cela. Mais aussi toute personne. Et qui fait que toute personne s'empêche de violer les droits humains ou les respecte ou les met en œuvre, c'est encore le pouvoir public. Parce que le respect s'impose. Donc, vous comprenez que en ne sanctionnant pas, ce n'est pas parce que vous êtes privé que vous avez le droit de violer les droits humains. Non. Ce n'est pas parce que nous avons dit que c'est le devoir de l'État que ça devient pour les autres un droit de violer. Non. Loin s'en faut. Donc, ça s'impose à tout le monde. Et au pouvoir public y compris. Y compris le chef de l'État qui est le premier citoyen. Ah, bien entendu. Le chef de l'État, le premier citoyen public. C'est la première institution de la République. Hein, le président de la République, oui. Le chef de l'État en tant que personne, premier citoyen, comme on l'appelle communément. Mais voilà, c'est le président de la République qui est la première institution. Donc ça s'impose. Donc il n'y a pas à interpréter là-bas. Je crois que cet article 60 s'interprète de soi. C'est obligatoire. C'est une obligation indérogeable. Voilà. Et même quand il faut y déroger peut-être, parce qu'en droit, on dit que la beauté du droit réside dans les exceptions. On sait les exceptions, il n'y a aucune exception qui autorise la violation des droits humains. On peut y déroger, hein, ou à un certain niveau pour des raisons d'État, des raisons d'ordre général, des raisons de moralité publique, des raisons pertinentes qui tendent à protéger le droit humain. C'est l'exemple, par exemple, permettez la tautologie. La tautologie, donc, c'est l'exemple du cas que nous avons dans le Nord Kivu et même dans l'Ituri où il y a un état de siège. Hein. Évidemment. Mais dans l'état de siège, et cela nous pouvons le lire aussi dans l'article 61, je crois, allez-y, de notre Constitution, qui dispose, je le lis, qu'en aucun cas, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Je dis bien, donc j'ai lu bien, il ne peut être dérogé. Donc même, quand bien même, donc ça j'appelle l'exception de l'exception. L'exception de l'exception. Hein? Parce que l'exception, c'est que l'État est autorisé à déroger, hein, aux droits humains ou à la mise en œuvre des droits humains ou au respect pour des raisons pertinentes qui protègent l'humain. Mais dans cette exception-là, la Constitution, son article 61 vient nous dire, même dans cet état-là, où on a par exemple le cas de siège, ou l'état d'urgence, on l'a eu ici en 2020, avec la Covid, l'épidémie à Covid, tout à je crois fait. aussi jusqu'en 2021, c'est pour des raisons de santé publique, c'est des raisons valables, c'est des raisons légales qui autorisent une dérogation au respect des droits humains. Pas une violation. Il faut que nos téléspectateurs fassent bien cette nuance-là. Alors, ici, l'article dit que en aucun cas, même quand l'état de siège ou d'urgence auront été proclamés, les droits ci-après énumérés ne sauraient faire l'objet d'une dérogation. C'est quoi ce droit-là? Un, il y a le droit à la vie. On ne peut y porter atteinte sous aucun prétexte, même pas d'état d'urgence ou d'état de siège. Des sièges. Deuxièmement, l'interdiction de la torture et des peines, de la torture et des peines ou des traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce n'est pas parce qu'il y a état de siège que vous allez prendre des gens, vous allez les traiter de manière cruelle, de manière dégradante, hein, ou de manière inhumaine. Il n'y a aucun motif pour que cela soit. C'est pourquoi tout ça, c'est dans le cadre du respect des droits humains. Oui. Troisièmement, l'interdiction de l'esclavage, de la servitude. Le principe, quatrièmement, le principe de la légalité des infractions et des peines. On ne va pas créer des infractions qui n'existent pas, non, qui ne sont pas contenues dans... Parce que là, on est autorisé à déroger aux
droits, non, pas question. Donc, c'est des droits fondamentaux sur lesquels on ne peut déroger, quel que soit le motif. Il y a, cinquièmement, les droits de la défense et le droit de recours. Chacun devra se retrouver devant son juge naturel. Et le respect de la procédure, c'est-à-dire la garantie du droit à un procès équitable, doit être démise. On ne peut y déroger sous aucun prétexte. Sixièmement, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Vous êtes endetté, ça n'existe pas. Vous êtes incapable de vous acquitter de votre obligation contractuelle, eh bien, alors que la Constitution et plusieurs lois qui protègent les droits humains l'ont proscrit, vous vous dites non, comme on est en état de siège, ok, je suis commandant, je peux arrêter celui qui doit à tel. Non, point n'en est question. Septièmement, la liberté de pensée, de conscience et de religion, comme nous le faisons maintenant. Nous nous exprimons, nous pouvons donner nos opinions et tout ça. Il n'y a aucune limitation par rapport à ça. C'est-à-dire, même s'il y a vous avez vu dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, pendant l'état d'urgence, pour raison de santé publique, la Covid-19, on a décrété on a vu que, par exemple, la circulation pouvait être limitée. Parce qu'il y a la limitation et la dérogation. Full stop, pas la violation. On pouvait dire, voilà, parce que ça rentre dans le bien-être, ça rentre dans l'intérêt de l'humain, il faut éviter des rassemblements sous peine de vous contaminer, de propager davantage cette pandémie destructrice de l'humain. Parce qu'il faut vous protéger, il faut protéger l'humain, éviter des boîtes de nuit où il y a trop de concentration et donc beaucoup de facilité de contamination. Il y a ces petites libertés-là qui ont été limitées. Par exemple, le mouvement d'aller et de revenir, voilà, et soyez à temps, tout ça. Même chose dans les régions sous état de siège. On peut limiter, on peut déroger à certains droits humains. Néanmoins, il y a l'exception de l'exception là-bas. Quoi qu'il en coûte, là, on ne touche pas. Voilà, ça c'est très bien expliqué. Nous sommes restés pendant longtemps parler de la violation, l'État. On a dit que l'État aussi peut violer. Vous avez évoqué des cas qui permettent aussi qu'il y ait une violation par l'État. Mais est-ce que les particuliers peuvent aussi violer les droits humains et comment? Bien sûr, je l'ai dit. Comme nous avons... Que les téléspectateurs qui nous suivent puissent bien intérioriser cela, des nuances, parce que s'ils ne comprennent pas des nuances, alors ça sera un peu difficile. Allez-y. Quand nous parlons de droits humains, nous avons parlé des garanties prévues par des instruments juridiques, ou en français facile, par des lois, par des traités, et par des accords, des conventions. Voilà, tout ça, tout ce que vous voulez, par des constitutions et tout ça. Et donc, dans la mesure où l'humain peut déroger aux dispositions légales, il peut les violer. Tous les droits qui sont consacrés, dans la mesure où l'humain, qui qu'il soit, donc privé, pas l'État, ou l'État, s'il se comporte en marge de la loi ou des instruments pertinents de droits humains, il est violateur de droits. Je donne un exemple. Comme nous sommes dans les droits économiques et socioculturels, et c'est des cas qui nous arrivent souvent, les travailleurs qui se plaignent d'être marginalisés. Nous avons reçu des rapports, par exemple, sur quelqu'un, une entreprise qui ne pouvait pas engager les personnes atteintes d'albinisme, qui n'est qu'une atteinte par rapport à la discrimination de la peau. C'est la discrimination. Alors que nous avons dit, l'article 36 de notre Constitution consacre le droit au travail, le droit pour tous. Et la Constitution de la RDC dit quoi? Le travail, c'est un devoir, un droit et un devoir pour chaque Congolais. Et chaque Congolaise, bien entendu. Et il n'y a pas de discrimination quant à ce. Nous avons dit que c'est la règle. La règle, c'est l'universalité, donc la non-frontalité ou la non-territorialité. Et il y a aussi la non-discrimination. Alors, du moment où je donnais l'exemple
des gens qui sont venus se plaindre à la CSDH, voilà, il y a telle entreprise où nous réunissons toutes les conditions, tous les critères. Mais nous ne sommes pas embauchés. Nous ne sommes pas embauchés parce que notre faute, c'est seulement d'être atteint d'albinisme. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est une violation des droits, de droits humains. Que cela soit l'œuvre face à une telle violation, patron, un privé ou d'un quelqu'un ayant le pouvoir, ça s'appelle violation de droits humains par quoi? Par la stigmatisation, par la discrimination. Alors, parce que vous avez évoqué ce cas, face à une telle violation des droits humains, du fait de son état, de l'état de la peau, que doit-on faire pour recouvrer ces droits-là? Ces droits, d'abord, c'est ce que nous avons dit. Il y a qui est censé le protéger? Je vais vous renvoyer cette question. Voilà. Donc, on rentre au pouvoir public. Pouvoir public, parce à travers que c'est ces le pouvoir différents... public qui doit garantir le respect des lois. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir public qui conclut tous ces traités, et voilà, et qui édicte les lois et qui est censé le faire respecter. Donc, on doit y revenir. Vous comprenez que nous, en tant qu'organisation, oui, nous avons le devoir de protéger. Et même déjà en le faisant ou en dénonçant cela, ça c'est une protection. Ça c'est une promotion de droits humains. Et ce n'est pas suffisant. Nous faisons autre chose. Peut-être on peut voir, on peut visiter l'entreprise, on peut lui dire voilà, ça ce n'est pas bien. On peut lui écrire, on peut lui rappeler peut-être les dispositions légales qui sont violées par rapport à cette stigmatisation. Et du coup, s'il n'y a pas résultat escompté, il y a lieu d'aller plus loin que ça. Par exemple, en saisissant les instances judiciaires, par exemple, en saisissant tout autre mécanisme de protection des droits de l'homme. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens, par exemple, qui viennent et nous disent, voilà, nous, les heures du travail, les heures qui sont consacrées par le Code du travail, nous, notre patron n'en accepte pas et il nous menace à tout le temps. Si on ne travaille pas de 8h à 22h, on n'est pas payé. Et puis quel salaire? Parce que toutes les lois en la matière parlent d'une rémunération décente qui permette aux travailleurs ainsi qu'à ses dépendants de mener une vie décente. C'est ça. Il ne suffit pas seulement de travailler, non seulement on a droit au travail, mais on a aussi droit à un salaire ou à une rémunération décente qui permette le bien-être. Parce que l'ultime de la protection des droits humains, et notamment les droits économiques et socioculturels, c'est d'assurer, oui, le desk, les droits orphelins. Vous aimez bien prononcer ce concept-là. Donc, c'est d'assurer le bien-être de tous les humains. C'est là le challenge. Donc, c'est là l'objectif ultime. Et donc, quand il y a un patron, un privé, qui fait travailler des gens de 8h à 19h, à 20h, à 22h, comme nous en entendons parler ou nous en recevons des victimes, eh bien, sachez que cela soit l'œuvre du privé, ça s'appelle violation des droits de l'homme. Mais également, par exemple, la vie qui est sacrée. Quand quelqu'un l'a ôté à quelqu'un d'autre, n'a-t-il pas violé les droits humains? Évidemment. Il l'a violé. La conséquence, c'est quoi? Ça sera la sanction? La sanction judiciaire, c'est la prison et tout ça. Mais c'est un privé. Un privé, quand tu portes atteinte à l'honneur de quelqu'un, quand tu portes atteinte même à son intégrité physique, quand vous fabriquez des mensonges pour quelqu'un, par exemple, vous attentez à son honneur, c'est également une violation de ses droits. C'est pourquoi lésé, il a également le droit de se plaindre et de vous plaindre, n'est-ce pas? Mais quand vous détenez aussi, par exemple, vous traitez quelqu'un de manière inhumaine, dégradante ou de manière cruelle, vous avez violé son droit. Et là, ça ne dit pas que ça doit seulement être l'œuvre de l'État pour que cela soit considéré comme étant une violation des droits de l'homme. Donc on retient que l'État peut violer les droits humains, mais aussi les particuliers. Alors nous allons parler des valeurs. Quelles sont les valeurs sur lesquelles se fondent les droits humains? Je pense que je l'ai même dit déjà en passant, parce que quand je parle des valeurs, je vois d'abord cette universalité-là. L'universalité
qui nous renvoie à l'univers, si je peux me permettre aussi cette Donc, partout tautologie. où on peut... Là où que l'homme se Se trouve, trouve. où que l'humain se trouve, et là c'est le deuxième article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. où que l'humain se trouve dans le monde, hein, quel que soit le territoire, quel que soit Qu'il soit l'espace qu'il soit aérien à- surplombant ce territoire-là, quel que soit où l'espace Sous maritime. l'eau, Donc, dans l'humain l'avion, peut se et prévaloir de tous les droits. qu'il soit au tous les Congo, droits qu'il soit en proclamés, Haïti, où que ce qu'il soit à Bandundu, qu'il soit à Los Angeles. Donc, partout où l'humain se trouve, il doit se prévaloir des garanties qui sont consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments juridiques qui en découlent. Ça, c'est la première valeur. Il y a également cette interdépendance. Quand on parle de la non-discrimination, c'est une valeur. Donc, vous n'allez pas catégoriser, comme je le plaignais ici un moment, je crois que c'était un peu de la politique que vous avez glissé dans votre question. Quand je dis que, bon, non, c'est droit humain, je ne sais pas ce que je dis, parce que notre article 52, même de la Constitution, aussi y revient par rapport au droit à la paix. Hein, c'est le droit collectif, comme je l'avais dit. Je crois, c'est là que j'avais donné l'exemple. On ne peut pas avoir le droit des Ukrainiens qui ne soit des droits des Congolais. On ne peut pas dire que le droit, les Ukrainiens, voilà, c'en est trop, ça fait une année qu'il y a la guerre chez eux. Il faut obligatoirement que le monde entier se mobilise pour leur paix. Mais quand il s'agit des Congolais, on va dire non, on va 30 se ans, taire. bon, c'est relatif, mais fait divers et tout ça. Et ça, j'ai déploré, je le déplore encore. C'est inacceptable parce qu'au nom de cette universalité et la non-discrimination-là, on ne peut pas dire que l'Africain, lui, qui meurt, n'est pas égal à l'Ukrainien qui meurt. Le Congolais qui meurt pendant 30 ans, en principe, la priorité, l'attention du monde entier devait devrait être tournée en RDC. L'urgence, en RDC. tous les millions qu'on envoie en Ukraine, tous les avions, des chasses, des guerres, je ne sais pas, tout l'armement, arsenal, armement et troupes qu'on envoie en Ukraine, ça devait être en RDC. Parce que nous parlons de 30 ans en RDC, alors que c'est maintenant qu'il y a une année en Ukraine. Et donc, là, parce que nous prenons non seulement en compte le droit à la vie des Congolais et des Ukrainiens, c'est vraiment un exemple, je crois que c'est un bel exemple que je prends, et le droit à la vie, tous ceux qui meurent pendant 30 ans, nous parlons aujourd'hui de plus de 12 millions d'âmes perdues. Et donc, fauchés dans toute inhumanité. En droit international humanitaire, on parle de crimes contre l'humanité. Et donc, toutes sortes de crimes, qu'il s'agisse des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes de pillage, ça se passe à l'est du pays. Et c'est depuis une trentaine d'années. Alors, la discrimination, c'est à quel niveau? A ratifié et membre à part entière. Membre de l'ONU d'abord. C'est ce qui d'ailleurs justifie la présence injustifiée de l'ONU en RDC jusqu'aujourd'hui. Et membre et partie à plusieurs conventions traitées de protection des droits humains. Je vous ai dit l'autre fois que l'année passée, la RDC a été évaluée sur les desks. Parce que c'est un membre effectif de l'ONU. Et même sans être membre, ça ne donne pas le droit, par exemple, aux humains d'être violés parce qu'il s'agit d'un État non membre de l'ONU. Alors je disais, pour que je ne perde pas le fil d'idée, c'est que quand on peut établir le droit des Congolais et des Ukrainiens, on les sépare, c'est déjà une discrimination. Une discrimination. Et là, je crois que je suis en train même d'en parler à beaucoup de collègues défenseurs des droits humains et à la société civile. Il faut peut-être qu'il y ait aussi une action à diriger vers l'ONU. De quelle nature? Cette action peut être de quelle nature? Il y en a de plusieurs natures. On peut dénoncer, tout comme on peut plaindre, tout comme on peut... donc, cette dénonciation, mais on s'est plaint, le caractère on discriminatoire de droits humains, quand vous lisez le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même de la Charte des Nations Unies,
La paix est au centre même de la création de l'ONU. Si on a voulu promouvoir le droit de l'homme, c'est pour que, en aucun cas et en aucun lieu, l'humain ne se comporte en bourreau, ne se comporte en loup contre l'autre humain. C'était ça pour promouvoir, je crois, si nous avons le temps, nous pouvons lire, je me suis muni même de la Déclaration universelle des droits de l'homme et plusieurs instruments. Vous allez voir, pour que l'homme ne soit pas contraint à recourir à la violence lorsqu'il est menacé, il faut que les droits consacrés dans la DUDH trouvent plein effet partout au monde. Et maintenant, quand nous parlons de la non-discrimination, c'est là que je parlais, le droit à la paix, droit de la 3e génération, ce n'est pas Karl qui l'a classé, ce n'est pas la RDC qui l'a classé, c'est l'ONU qui l'a classé, et donc c'est universel. Cette discrimination ressentie dans les traitements du dossier de la paix en Ukraine par rapport au traitement du dossier en République démocratique du Congo n'est ni plus ni moins qu'une discrimination fortuite qui doit être dénoncée au plus haut niveau et avec la dernière énergie. Parce qu'il y a le droit, ce droit-là du peuple à disposer d'eux-mêmes. Donc là, je parlais des valeurs, la non-discrimination et l'universalité. L'universalité aussi renvoie, si c'est universel, donc autant ça s'applique en Europe, autant ça doit s'appliquer en République Afrique, démocratique en Asie, du Congo en et Amérique, partout ailleurs. et en Inde et partout là. Donc même en Océanie. Donc c'est cela. Il y a aussi plusieurs autres valeurs qui sont connexes. Là, nous aurons peut-être, nous allons revenir sur ça lorsque nous aurons beaucoup de temps parce qu'on nous fait signe qu'il nous reste très peu de temps. Mais j'aimerais quand même que vous fassiez ce commentaire par rapport à cette opération qu'on assiste aujourd'hui dans notre pays. C'est l'opération coup de poing qu'on appelle l'ICOFI. Alors, là, on est en train de détruire, de démolir des constructions dites anarchiques en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je ne sais pas si cette même opération va s'étendre dans les provinces, mais d'abord, on a commencé à Kinshasa. Et pour l'instant, d'ailleurs, je pense que cette opération est en train d'être exécutée à Matete. Alors, dans quel contexte des droits humains vous pouvez placer cette opération? Parce qu'il y a des humains, des particuliers, allais-je dire, qui sont en train de se plaindre. Merci de cette question. Je dois avouer d'abord que c'est complexe. Hein? C'est complexe, il y a beaucoup... Dans la mesure où il faut se trouver exactement sur les terrains ou avoir des données agrégées de comment se comporte monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et ses agents qui sont en train d'exécuter cela pour pouvoir savoir est-ce que la légalité et l'humanité sont au rendez-vous par rapport à cela. Je dis qu'il s'agit d'une complexité. Pourquoi? D'abord, dans la territorialité, c'est l'État qui a le devoir de dire où on doit construire, où on ne doit pas construire. Est-ce qu'il faut dire que l'État a été absent à un certain moment et après il s'est réveillé pendant que tout son espace était déjà occupé? C'est lui qui a donné... C'est une question. L'autorisation. Voilà, je dis que... Parce que dans mon analyse, je me permets quand même de faire certaines questions. Certaines questions, parce que je ne saurais pas tout de suite répondre par oui ou non, ça viole les droits humains ou ça ne viole pas. Je dois l'analyser pour pouvoir atteindre une réponse que oui, ça viole, non, ça ne viole pas. Allez-y. Est-ce que c'est l'État qui a octroyé les titres de construction, de vente, les autorisations de bâtir et tout ça? Sinon, qu'a fait l'État pendant qu'on construisait? Qu'a fait l'État pendant qu'on vendait? Où est-ce qu'il était pendant qu'on bâtissait? Ça, c'est d'une part. Mais de l'autre part, les particuliers qui ont acheté, est-ce qu'ils ont pris le soin de voir que ce ne sont pas des emprises publiques, qu'il ne s'agit pas de canalisations? Nous tous, on a vécu et on a dénoncé l'autre fois les inondations vers la fin de l'année passée, qui se sont abattus, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre ville, causant des centaines de morts.
Et beaucoup... Et l'une des raisons, ce sont des constructions anarchiques. C'est dû aux constructions anarchiques, à la mauvaise gestion de l'environnement, au manque de l'urbanisation qui n'est pas respectée dans la construction. Et donc, il y a une certaine absence de l'État qui a caractérisé la gestion. On doit l'avouer. Et se réveiller aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas mauvais parce que mieux vaut tard que jamais, mais ça doit requérir certaines exigences. Parce qu'on ne va pas tout de suite démolir sans avoir prévenu, par exemple, mise en demeure. En plus de cela, quelles sont les mesures que l'État prend pour que les familles des guerpis ne se retrouvent pas à la rue, par exemple? Et donc... oui, allez-y. Donc, quelles mesures sont prises pour que l'État, les familles ne se retrouvent pas à la rue? Mais on ne va pas encourager les gens. On a vu des gens qui ont construit sur des tunnels, au-dessus des rigoles, des caniveaux, des emprises publiques, de la régie des eaux, au-dessus des tuyaux de la régie des eaux. Et demain, on va se plaindre de consommer une eau impropre ou de ne pas être desservi en eau. Des emprises publiques sont à respecter et à protéger par l'État. C'est un devoir. Parce que l'humain n'a pas que de droits, il a aussi des devoirs. Quand nous les défendons, nous devons leur rappeler également qu'ils ont le devoir, ils n'ont pas que de droits. Et donc, chaque humain aussi a l'obligation de garder son environnement propre. Parce qu'il ne peut pas porter atteinte aux droits des autres. Quand il pollue l'environnement, c'est tous les autres qui en subissent la conséquence. Et donc, l'État se réveillait pour dire qu'il va se remettre en place. Aussi, je rappelle que le privé peut violer le droit de l'État. Et notamment, c'est ça, le droit public. Quand vous empiétez les espaces publics, vous avez violé les droits de l'État. Et l'État recourt à lui-même, heureusement, pour se rendre justice. Avec toute sa puissance, avec toute sa force. Maintenant, c'est dans l'exécution de cette puissance-là, parce que l'État a le monopole de la contrainte légitime, comme le dit Gramsci, et donc, c'est là qu'on doit surveiller que l'État n'en abuse pas et qu'il ne discrimine pas. Ce n'est pas qu'on va démolir à Matete, mais on ne va pas à Gombe, parce qu'il y a de grosses légumes. Ce n'est pas qu'on va, on va seulement à Matongé, mais quand il s'agit des GB, non, là, on ne touche pas. Non. La mesure doit être générale et non discriminatoire pour tous ceux qui sont dans les mêmes conditions. On a besoin, on a hâte de voir Kinshasa embelli, Kinshasa propre. On n'a pas besoin de tous ces déchets plastiques qu'on voit partout. Nos rigoles sont devenues des poubelles. Ça ne va pas. Et après, la nature se révolte contre nous. Alors que le droit à un environnement sain, c'est aussi un droit humain à côté du droit à la paix. Voilà. Donc, je crois que tout ce qu'il faut, c'est de veiller, et j'interpelle même mes collègues défenseurs des droits humains, la CSDH aussi est en train de travailler en documentant. S'il y a des plaintes, elles sont à analyser. Si c'est l'État qui est dans ce droit, il est dans ce droit. Si c'est l'individu qui est dans ce droit, il est dans ce droit. Et c'est ça qu'on appelle un état des droits. Ce n'est pas de toujours donner la faute à l'État seulement, ou à l'individu, ou au privé seulement. Non, mais on doit mettre la justesse au milieu pour accompagner la justice. Et donc, je crois que si c'est pour remettre les humains, parce que ça rentre dans le bien fondé de l'humain à un environnement sain, qu'on n'ait plus demain des pluies diluviennes qui vont démolir toutes nos demeures et tout ça, ou qui vont mettre fin à des vies humaines, et que nous voyons toutes nos rivières propres, et même notre majestueux fleuve, vous voyez la couleur qu'il est en train d'avoir à cause des déchets plastiques, des déchets mal gérés et qui sont non biodégradables de surcroît. Donc nous-mêmes, on ne peut pas menacer notre écologie parce que la relation entre l'environnement et l'humain doit être en symbiose pour que la vie soit décente et bonne et saine sur la terre. Merci beaucoup, Monsieur Karl. Là, c'était votre analyse par rapport à ce constat des démolitions ou des destructions anarchiques des constructions par les particuliers. Alors, nous arrivons déjà à la fin. Pour aujourd'hui, on a épuisé notre temps. Il y a encore à dire par rapport aux droits humains, beaucoup d'ailleurs à dire par rapport aux droits humains. Je pense que si vous serez clément envers nous, vous reviendrez encore sur ce plateau pour que nous puissions aborder à proprement parler les desks. Mais en 20 secondes, votre mot de clôture pour
l'échange d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis là aussi pour servir. Je sers, c'est ça ma manière de servir la société en parlant des desks de droits humains, en faisant la promotion. Donc soyez à l'aise quand vous pensez que vous pouvez nous inviter. Nous serons toujours au service de la communauté. Par rapport au desk que je disais, comme je l'ai toujours rappelé, c'est les piliers de la dignité humaine. Nous aimons le promouvoir à cause justement de ça. Il n'y a pas une grande différence entre le droit, les desks et les autres catégories de droits, parce que tous d'abord sont de droits humains. Mais la différence se trouve justement au niveau de la gradualité. Tandis que les droits humains de la première génération sont à effet immédiat. Les desks, eux, sont à effet progressif, donc réalisation progressive, et tiennent compte de disponibilité des moyens, donc des moyens dont dispose l'État. Et donc, vous avez promis que nous en parlerons. Nous en parlerons. Le droit à une alimentation saine, le droit à la santé, à l'éducation. Donc, nous évoquerons au cours du prochain numéro. Nous en parlerons, il n'y a pas de souci. Alors, il ne nous reste qu'à vous dire merci de passer sur le plateau des droits pour tous et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les questions de droits humains. C'est à moi de vous remercier, M. Nico, avec toute votre équipe. C'était un plaisir. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir prêté de toute votre attention pour ce numéro des droits pour tous consacré aux droits humains. Vous avez été éclairés par les réponses apportées par M. Karl Mweze Balimba. Et prochainement, nous aborderons un autre point relatif aux droits humains et ça sera les desks. Au revoir.